Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Saint-Valentin. À cette occasion, j'ai décidé de vous présenter 5 des plus belles romances que j'ai pu lire parmi toutes mes lectures. Et j'ai aussi revêtu mon pull Madame Melark parce que évidemment, on parle de Saint-Valentin, de book boyfriend, tout ça, vous avez compris. Donc évidemment que j'allais mettre mon pull par rapport à Pita. Je tiens quand même à vous préciser que je me suis limitée et que je n'ai pas mis Hunger Games dans ma sélection, bien que j'y ai fortement pensé. Vous le savez, je ne lis pas énormément de romances, donc il n'y en aura pas réellement, enfin du moins les histoires ne contiennent pas que des romances, parce que j'ai pas cherché justement de la romance pure et dure, j'ai cherché des romances qui m'ont énormément plu parce qu'elles ont été bienveillantes, touchantes, pas toxiques, parce que évidemment une romance toxique ça peut être sympa à lire dans un roman comme ça. Encore ça se discute, mais ça s'arrête dans les romans. Moi j'aime les romances toutes douces, toutes mignonnes, avec bienveillance et qui ont une belle morale à la fin. Le premier que je vais vous présenter, c'est un roman qui n'est justement pas spécialement porté sur la romance. Il s'agit donc d'un roman young adulte avec plutôt de la fiction historique. Il s'agit donc de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Mary Otchard, édité chez Casterman. Dans cette histoire, on suit Agathe Langley qui a 19 ans et qui vit à Londres dans les années 1898. Évidemment, les jeunes filles de son âge à cette époque doivent aller de balle en balle, de robe en robe et compagnie. Tout le côté aristocratique évidemment, sauf que pour Agathe, c'est pas du tout comme ça qu'elle entend sa vie et ce qu'elle aime faire. Au contraire, elle essaie de fuir. Et justement, elle est passionnée d'astrophysique, de sciences et tout ce qui tourne autour de l'espace, on va dire, de la recherche scientifique, etc. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Cependant, sa gouvernante va l'aider à justement découvrir et développer cette passion dans laquelle elle est douée en plus. Un jour, son père va l'emmener chez un de ses voisins, qui est aussi son ami, Lord Stone, et il pensait l'amener chez des aristocrates et que tout allait bien se passer, elle allait revenir un petit peu sur Terre et découvrir le monde. Sauf que ce monsieur, Lord Stone, eh bien c'est un ancien professeur d'astrophysique. Et ce fameux monsieur va la prendre sous son aile pour l'aider à participer à un concours justement d'astrophysique. Il faut aussi savoir qu'il a un neveu qui vit chez lui et qui a potentiellement l'âge de notre chère Agathe. Je vous en dis pas plus, mais très honnêtement, c'est un roman, un one-shot en plus, qui est extraordinaire. Quand je l'ai lu, j'étais passionnée, ça m'a donné envie de faire énormément de recherches sur l'astrophysique, les sciences, les étoiles et compagnie, alors que, certes, j'aime tout ce qui est étoiles, tout ça de base, mais l'astrophysique avec les calculs et tout, bon, c'est pas trop mon truc. C'est un roman très féministe, avec une belle morale, avec des belles valeurs, une romance on ne peut plus slow burn, je crois que j'en ai jamais lu à ce point, vraiment c'est un truc de malade, et justement c'est ce qui fait la beauté aussi de cette romance. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun smut dans ce roman, mis à part si on veut chipoter quelques petites caresses, et encore j'en ai à peine souvenir, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés si ça vous gêne. Vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment la romance qui est au centre de l'histoire, elle est en fond. Vraiment, elle est au second plan. Mais qu'est-ce qu'elle est bien menée. Et qu'en plus de ça, elle est crédible et toute douce, toute bienveillante. Vraiment, c'est mignon à souhait. J'ai adoré, je peux que vous recommander cette petite romance, ou tout du moins ce roman, on va dire, pour ce jour de l'amour. Le prochain que je vais vous présenter, en revanche, il y a un petit peu de smut qui m'a d'ailleurs un peu choquée. Pas parce que c'est mal fait ou quoi, mais parce que je m'y attendais absolument pas. Il s'agit de My Dear Fucking Prince de Casey McKinston, édité chez Lumen. Dans cette histoire, on va suivre Alex Claremont Diaz, qui est le fils de la présidente des États-Unis et qui a un rival des plus hauts, puisqu'il s'agit de Henry, le fils de la reine d'Angleterre. Tous deux se détestent depuis plusieurs années, personne ne sait trop pourquoi, et un jour, comme c'est des personnes politiques qui sont invitées chez l'un et chez l'autre pour de grandes réceptions, et justement, Alex et sa famille sont invités pour le mariage du frère de Henry. Sauf que évidemment ça ne va pas se passer comme prévu et tous deux vont tomber sur le gâteau du mariage, donc autant vous dire que ça va faire la une des journaux et que personne va être très content de ce qu'ils ont fait, et donc ils vont être missionnés un petit peu pour devenir amis, ou tout du moins faire semblant d'être amis pour la presse. Évidemment, quand on dit faire semblant dans les histoires, ça signifie s'aimer. Et c'est donc ce qui va se passer avec celui-ci, puisqu'ils vont plus ou moins se découvrir des sentiments l'un pour l'autre, mais aussi découvrir leur nouvelle sexualité, en tout cas pour l'un des deux, parce qu'ils ne savaient pas à la base. Et c'est une petite romance, enfin petite, il est un petit peu gros, mais c'est une romance MM quand même, tellement douce, tellement belle et tellement mignonne. Ah là là, qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire, ils m'ont chamboulé ces deux, franchement c'était palpitant. En plus de ça c'est drôle, et notamment avec le personnage de June qui est la sœur de Alex,
qui est une de mes préférées. Vraiment, je l'ai adorée. Et d'ailleurs, elle n'est pas présente dans le film, mais bon, c'est pas grave, je l'ai encore là. Bref, si cela vous gêne, le seul petit hic, c'est qu'il y a quand même pas mal de smut. En tout cas, 2-3 scènes assez décrites, on va dire, assez explicites, hein, puisqu'on a un peu tous les détails. Mais malgré tout, moi qui n'aime pas spécialement ça, ou en tout cas quand c'est mal fait, on va dire, là j'ai trouvé que c'était très bienveillant, très bien fait, même si je peux pas dire ça parce que je le vis pas, mais c'est quand même bien écrit et ça passe pas comme de la perversité, ça passe vraiment comme deux personnes qui se découvrent et qui s'aiment avec du consentement, évidemment, sinon c'est pas légal, très honnêtement. Bref. En tout cas, si vous cherchez une romance très contemporaine entre l'Amérique et l'Angleterre, celle-ci est faite pour vous. Et je peux que vous dire de foncer pour ce one-shot absolument incroyable. Et le prochain que je vais vous présenter en est un aussi, et je l'ai lu il y a un petit bout de temps, donc il va falloir que je me rappelle correctement du résumé. Il s'agit donc de Amy vs Oliver de Vicky Skinner, édité chez Pocket Jeunesse. Et pour le coup, celui-ci, si je l'ai acheté, c'est pour deux raisons. Déjà parce que l'histoire avait l'air cool, mais avant tout parce que la protagoniste s'appelle Amy. Il manque le i pour que ce soit moi, mais globalement, on a le même prénom. Du coup, c'est une des raisons de pourquoi j'ai craqué et j'ai plus que bien fait, parce que pareil, ça a été un de mes plus gros coup de cœur en fait. Les trois là déjà que je vous présente sont des coups de cœur. Dans cette histoire on suit Amy, une jeune fille qui est première de sa promo au lycée. Elle est vraiment excellente à l'école et elle vise les plus grandes universités possibles. Je crois que c'est aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, mais ça je suis pas sûre à 100%. Sauf que du jour au lendemain, son beau-père va perdre son boulot et donc ça va être très compliqué pour sa famille de survivre honnêtement. Et ils vont lui dire trouve un travail. T'as pas le choix, à côté du lycée tu trouves un boulot. On va pas se le cacher, elle est un peu dépitée parce qu'elle fait énormément d'activités extrascolaires, puisque aux États-Unis c'est quand même très répandu, c'est fortement encouragé et elle veut aussi rester première de sa classe. Le petit boulot qu'elle va trouver c'est chez Spirits, une boutique de disques, et elle va y rencontrer un jeune garçon qui est tout son opposé. Contrairement à elle, il quitte le lycée, l'université, il en rêve pas du tout, enfin il en a rien à secouer honnêtement. Et lui tout ce qu'il veut c'est vivre de sa passion de la musique et garder la boutique, ou en tout cas son emploi dans la boutique de disques. Dès leur rencontre, une rivalité va s'imposer, mais malgré tout, après quelques conversations, ils vont se découvrir plusieurs points communs et potentiellement commencer à s'apprécier. Très comme ça fait très léger tout ça, et c'est vrai, mais malgré tout, l'autrice a réussi à nous glisser comme ça quelques soupçons un petit peu de côté dramatique pour rendre l'histoire encore plus attachante et encore plus déroutante. Et vous l'aurez compris, c'est un petit peu un enemies to lovers, mais enemies c'est un peu un mot fort, c'est plutôt petite rivalité comme ça d'école à lovers, parce que vous l'aurez compris s'il est dans cette vidéo c'est qu'il y a bien une romance, et pour le coup c'est très contemporain, la romance prend pas mal de place, mais c'est pas non plus que centré autour des bisous câlins comme on peut le voir dans d'autres romans. Assoiffé n'est pas visé. Je m'éparpille un petit peu mais ce roman m'a vraiment beaucoup marqué et je l'aime énormément, pas que parce que je m'appelle Amy, même si j'avoue que ça nous rapproche, mais franchement il m'avait vraiment touchée et ça m'a un peu redonné goût et l'amour pour la musique que j'avais beaucoup perdu suite à des événements qui sont arrivés dans ma vie, et ce livre a été une boule de douceur, ça m'a redonné l'amour de la musique et l'envie en fait d'en écouter, parce que juste ça c'était compliqué et franchement il m'a transporté ce roman et je ne peux que vous le recommander. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est En équilibre de Morgane Moncomble, édité chez Hugo New Romance, dans la collection New Way, puisque ce n'est pas la même chose de ce que j'ai compris. Alors je m'y connais pas du tout dans les collections d'Hugo, mais de ce que j'ai compris, New Way c'est une collection pas trop centrée sur la romance et qui est un petit peu au second plan. Donc corrigez-moi si je dis des bêtises, mais de ce que j'ai compris c'est ça, et honnêtement ça correspond bien au roman, dans le sens où on va suivre Lara, une jeune fille qui a une sœur jumelle qui s'appelle Amélia, et toutes deux sont passionnées de cirque depuis de nombreuses années et rêvaient d'en vivre. Sauf qu'Amélia a fait ce qu'on pourrait appeler Erasmus ici en France, et elle est partie donc en Norvège ou en Suède, je sais plus exactement, mais d'un pays nordique il me semble. Sauf qu'en revenant à New York, elle n'a plus du tout envie de faire du cirque avec sa sœur. Ça va énormément déboussoler, déstabiliser Lara, puisque elles ont toujours fait des duos, elles ont toujours fait cette passion ensemble et elle voulait même en vivre, en tout cas Lara veut en vivre, mais ce n'est pas du tout dans les projets d'Amélia, qui en plus de ça a rencontré quelqu'un, je crois que c'est une jeune femme avec qui elle est tombée vraiment très amoureuse, et je suis pas sûre qu'elle veuille rester à New York, mais bon ça je sais plus exactement, j'avoue qu'Amélia on la suit pas énormément. Mais pour Lara, qui a très peu confiance en elle parce que c'est la grosse des deux comme dit tout le monde, hein, même sa famille,
eh bien elle ne se voit pas du tout faire du cirque sans sa sœur. En plus de ça, elle est très anxieuse, assez toquée, tout ça. Donc je vous en dis pas plus par rapport à ses thèmes, puisque vous l'apprenez plus loin dans le roman. Mais Morgane Moncombe l'a très bien abordé, et a même mis des mots sur ce qu'on pourrait dire des phénomènes qui nous gâchent un peu la vie, comme l'anxiété notamment. Moi j'appelle ça un phénomène, je sais pas si c'est très véridique, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois, tout ce qui est stress, angoisse et compagnie. Et venez pas me tirer la chemise parce que je subis aussi ce genre de choses, ok. Et comme Amélia arrête le cirque, Lara, ne voulant pas rester seule, mais malgré tout en voulant continuer vers sa voie, puisque c'est ce qu'elle aime et elle veut en vivre, elle va essayer de trouver quelqu'un d'autre, notamment un garçon, dont ses parents sont justement des artistes de cirque et sont tout le temps sur scène, etc. Alors que lui, il cherche juste à fuir, alors qu'il est très doué. Et elle va venir le chercher pour lui dire « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais avec moi ». Vous allez voir par la suite si ça réussit ou pas. Bien sûr, vous vous en doutez, puisqu'il est là, c'est une romance, mais pareil que pour les autres, plus ou moins, ça ne prend pas toute la place. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Immense coup de cœur, je l'ai lu en une journée, ok. Pour vous dire à quel point je l'ai aimé, pourtant il est quand même assez épais, enfin il n'est pas non plus énorme, mais il fait quand même 380 pages, je l'ai lu en une journée. Je sais pas comment j'ai fait, honnêtement je ne sais pas. J'ai lu du matin au soir, je ne pouvais plus m'arrêter tellement il était bien. Et il m'a énormément marqué, que ce soit pour les thèmes ou pour les mots posés sur justement ces phénomènes que je vous disais. Donc vraiment une grosse pépite à découvrir, que vous soyez anxieux ou pas, ou enfin tout ce genre de choses. N'hésitez pas vraiment à le découvrir, ne serait-ce que pour votre culture, et découvrir l'histoire de Lara et Casey qui est très juste et très belle. Vous vous en doutez, c'est une romance très bienveillante avec justement un personnage masculin qui comprend très bien tout ce qui est anxiété, stress, toc, etc. Et c'est tellement beau à voir, c'est tellement doux et juste pour ça je peux que vous le recommander. Le prochain que je vais vous présenter se décline plutôt en 3 romans, mais qui sont globalement la même histoire, ou tout du moins dans le même univers. C'est pas de la fantaisie, c'est de la romance, donc c'est pour ça que je dis univers entre guillemets. Il s'agit donc de La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit par Neil Gaiman et Maria Alino, édité chez Albin Michel. Quand je dis qu'il se décline en 3, eh bien le premier c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, le tome 2 c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et le 3e tome c'est donc celui-ci qui est sorti il y a quelques semaines je dirais, c'est donc Ces prières que je fais dans le noir. Dans le tome 1 on suit Finn, dans le tome 2 Nate, et dans le 3e tome Jagger qui fait partie du même groupe d'amis. Pour une question de facilité je vais garder que le tome 1 dans la main, mais je vous parlerai aussi des autres de vive voix. Donc dans celui-ci nous allons suivre Finn, un jeune garçon qui a sa mère en prison et qui vient de mourir, puisqu'aux États-Unis la peine de mort est toujours présente. En tout cas dans ce récit, à vrai dire je ne sais pas exactement si dans certains états elle est toujours là ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si du coup c'est un sujet assez particulier, mais en vrai c'est très intéressant et il faudrait que je me renseigne. Et donc comme il vient de perdre sa mère, il est affecté si on veut chez un tuteur qui est donc son oncle et qui vit assez loin de là où il vivait à la base. Cela veut dire changer de ville, changer de lycée en plein milieu de l'année et aussi changer d'amis. Vous vous doutez bien que tout ce qu'il a subi ça l'a énormément affecté et il est en pleine descente, il se sent pas du tout de remonter la pente, il ne croit plus à la vie et il va donc sombrer dans l'alcool, dans la drogue, le sexe et compagnie. Et justement lors d'une soirée, il va fricoter avec une des jeunes filles qui est donc Kenna et qui va s'avérer faire partie d'un groupe d'amis assez particulier. Et vous l'aurez compris, c'est dans ce groupe d'amis que Finn va se retrouver avec donc Kenna, Kurt, Jagger, le fameux personnage principal du tome 3 et le fameux Nate qui est donc le personnage principal du tome 2. Il faut savoir que le tome 1 et 2 sont les mêmes sauf que c'est des points de vue différents avec donc l'histoire de la personne en question différente, mais on retrace pareil le lycée tout ça et on va juste un tout petit peu plus loin que dans le tome 1 pour justement donner une autre approche et une continuité à l'histoire que l'on aime tant. Finn va découvrir une autre partie de lui-même, à savoir sa bisexualité, et il va potentiellement tomber amoureux d'un certain Nate, qui lui par contre est bien conscient depuis très longtemps de sa sexualité. Et évidemment ces deux âmes sœurs vont se compléter de manière très belle et très poétique. Oui, j'aime énormément cette histoire, bien qu'elle soit assez violente en termes de passé des personnages, parce que pour le coup Nina et Marie se sont lâchés comme pas possible sur leur passé, c'est très dur ce qu'ils ont vécu et ils sont tous tellement particuliers, c'est dur de ne pas les aimer. Alors comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu le tome 3 donc je ne peux pas vraiment vous dire si ça continue dans cette lignée de dramatique, mais en tout cas les 2 premiers tomes m'ont
transportés m'ont détruit aussi au passage, parce que sinon c'est pas drôle. C'est donc une romance pleine de bienveillance, mais aussi de consentement, de découverte aussi de sa propre sexualité, tout ça. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Il me semble quand même qu'il y a une ou deux scènes spicy au moins dans le tome 1 et peut-être même un tout petit peu plus dans le tome 2. Mais ça je ne suis plus trop sûre parce que je vais pas vous le cacher, c'est pas vraiment les scènes que je retiens le plus, même si en y pensant comme ça il y en a une ou deux qui me viennent en tête, mais j'avoue j'ai pas vraiment retenu cet aspect là de l'histoire, bien que je vous présente ces 3 romans sous un jour magnifique, plein de bienveillance et compagnie, ce qui est le cas. Faites quand même attention parce que c'est des romans à lire à partir de 16 ans. Il y a quand même des choses assez explicites, que ce soit donc sur l'alcool, le sexe, la drogue et compagnie, mais aussi au niveau des tout ce qui est trigger en fait. Il y a pas mal de violence, il y a pas mal d'angoisse, tout ça. Enfin c'est vraiment des romans durs à lire mais que je trouve quand même essentiels. Mais en vrai sur les thèmes abordés, je pense qu'on pourrait le classer dans cet essentiel. En plus de ça, Nin et Marie le font de manière très poétique, très bienveillante, très douce, mais ça reste des histoires déchirantes. Préparez pas qu'un paquet de mouchoirs, prenez une boîte entière, les maxi packs là, les maxi formats de famille, parce que franchement, on pleure toutes les larmes de notre corps et c'est aussi beau que déchirant. Et donc pour l'instant, le couple de Nate et Finn font partie de mes 5 meilleures romances que j'ai pu lire, mais est-ce que June et Yager vont réussir à les détrôner? On verra, je vous le dirai assez rapidement. Et enfin je voulais vous faire un petit bonus plutôt graphique pour le coup, mais attention, je n'ai pas mis Heartstopper bien qu'il aurait largement pu y aller parce que j'adore cette histoire, mais je vous en parle tellement dans tellement de contextes différents que j'ai préféré ne pas le mettre. Mais j'ai sélectionné La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz, édité chez Hachette Roman en collection graphique. Comme je vous le disais, c'est un petit roman graphique avec des couleurs, tout ça magnifique. J'adore. Oups, pardon, je me fais agresser par le marque-page. Dans cette histoire, on va suivre Lady Camembert, ici présente, qui veut vivre sa vie comme elle l'entend. Elle sait depuis toujours qu'elle aime les femmes, mais comme la loi de Gougère, donc la ville du roman, l'exige, les femmes ne peuvent pas toucher l'héritage quand un des parents décède. Malheureusement, ce jour arrive et le père de Cam va décéder. Et par conséquent, elle va devoir se déguiser en homme pour pouvoir toucher l'héritage et vivre pleinement sa vie, tout simplement, pour ne pas se retrouver à la rue, sinon c'est ciao bye bye, tu dois te marier avec un homme, ou alors t'es dans la rue. Elle, ça ne la gêne pas, elle se dit ok, pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, je me déguise en homme, et tout se passait très bien jusqu'au jour où la princesse Brie va organiser un bal et inviter donc tous les nobles du royaume, et notamment le comte Camembert, qui n'est d'autre Lady Camembert, et elle va se dire ok, moi je vais y aller, j'adore ça, la mode, tout ça, mais il y avait une restriction, elle ne devait pas porter de fourrure, si je ne dis pas de bêtises, mais comme elle décide de faire ce qu'elle veut, eh bien elle va en porter. Vous vous doutez bien que ça va attirer l'attention de la princesse Brie, qui va être un petit peu furieuse après elle, enfin après lui, du coup, par conséquent, et elles vont commencer à entretenir une certaine relation, à parler de mode, tout ça, et une petite relation va naître. La particularité de ce roman, c'est que chaque personnage porte le nom d'un camembert et que la princesse Brie est fan de Croque-Monsieur. Vous l'aurez compris, c'est donc une romance FF entourée de fromage. Moi j'adore ça, franchement. Ça a été un des éléments pour lesquels j'ai fait j'ai envie de te lire, toi, tu me tentes bien. Et honnêtement, ça m'a donné encore plus envie de manger des croque-monsieur. C'est le premier roman que j'ai lu en 2024 et j'ai eu un petit coup de cœur quand même dessus, même un bon coup de cœur. Et j'ai vraiment très envie de le relire. Mais je vais attendre un petit peu parce que là, pour l'instant, ça fait qu'1 mois et demi. Donc je me dis, il faut que j'attende un petit peu pour le resavourer davantage. Vous voyez les petits jeux de mots assez gustatifs. Mais honnêtement, entre les dialogues qui sont très bien trouvés, féministes, qui défendent l'homosexualité, tout ça, franchement, c'est génial. Juste pour ça. En plus de ça, les dessins sont génialissimes. J'adore tout ce que j'aime. Et je vous l'ai un petit peu montré, mais il y a des pages que j'aime particulièrement. On voit justement la princesse Brie dans toute sa splendeur. Avec, voici l'autre conte, du coup le conte de Camembert. Magnifique, vraiment j'adore. C'est pas ma page préférée, mais je crois que je peux pas vous la montrer parce qu'elle est un peu trop loin. Et mon but c'est pas de vous spoiler, donc je vous laisserai aller le découvrir. Mais franchement, une pure merveille. On pourrait pas croire comme ça, mais je vous jure que les croque-monsieur ça en vaut la peine, que ce soit en livre ou dans la vraie vie. C'était donc le petit bonus de cette vidéo parce que j'ai pas trop réussi à me décider sur lequel était le 5e. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bonus, c'était pas mal. Voici toutes les romances que je vous recommande pour la Saint-Valentin ou même après, avant, peu importe à quel moment. Mais c'était un petit peu l'occasion pour vous présenter ces romances qui sont
de la romance pure ou pas spécialement. Mais c'était donc pour moi l'occasion de vous les présenter et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes aussi pour vos prochaines lectures ou vos potentiels achats. J'espère que votre banquier ne vous voudra pas trop si jamais vous craquez à cause de moi. Si ce n'est que ça, vraiment je vous ferai un petit mot pour le banquier, vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, que vous soyez seul ou pas, peu importe, vraiment, juste vivez et kiffez votre moment. La Saint-Valentin, ce n'est pas qu'à deux, ou même à plus, hein, peu importe votre situation. Ça peut aussi très bien être votre propre Saint-Valentin et de vous offrir vous-même des fleurs. Oui, oui, ça se fait. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!